Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on a des documents assez fascinants sous les yeux qui nous parlent d'un sujet qui, franchement, bouscule pas mal de choses. L'intelligence artificielle. Oui, et surtout son impact, son entrée en force dans des professions comme la médecine ou même le droit, c'est plus de la science-fiction. C'est ça. Et les exemples concrets, ils commencent à arriver. Justement, les sources mentionnent un cas précis. MAIDXO. C'est une IA de Microsoft, c'est ça? Pour aider au diagnostic. Exactement, développé spécifiquement pour ça. Alors notre but aujourd'hui, c'est assez simple. On va essayer de décortiquer ensemble ce que tout ça signifie vraiment. C'est quoi les promesses, mais aussi, attention, quels sont les freins, les défis, les questions que ça pose. Hmm. Et pour lancer le débat, il y a un chiffre, moi il m'a marqué, sur des cas médicaux complexes, vraiment complexes, tiré du New England Journal of Medicine. Une référence, oui. Cette IA, MEIXO, elle obtient 85,5% de bons diagnostics. Et en face, un panel de médecins humains, sur les mêmes cas, 20%. Oui, le chiffre est percutant. C'est un peu un électrochoc, il faut le dire. Ça nous force à repenser l'avenir de ces métiers, clairement. Comment on pose un diagnostic, comment on établit une stratégie? Et la place de la machine là-dedans, surtout dans un domaine aussi sensible que la santé. Et je pense aussi aux professionnels qui sont au contact direct des patients, comme les kinésithérapeutes par exemple. Ça doit aussi soulever pas mal de questions pour eux. Tout à fait. Bon, commençons par le côté positif, le potentiel. Quels sont les bénéfices concrets qu'on peut attendre, surtout avec cet exemple de MEIXO en médecine? Alors, les documents décrivent ce système comme une sorte de chef d'orchestre. Oui, c'est ça l'image. Il coordonne plusieurs IA spécialisées, un peu comme si on avait une équipe de spécialistes virtuels qui analysent un cas ensemble. C'est ça qui explique cette performance sur les 304 cas tests. C'est assez bluffant, oui. Donc, une IA analyse les symptômes, une autre les antécédents. C'est l'idée, elles confrontent leurs analyses pour arriver à une proposition de diagnostic plus robuste. Ce n'est pas juste une IA toute seule dans son coin. D'accord. Et au-delà de la précision, il y a aussi l'aspect économique, non? Le système pourrait suggérer des examens moins chers. C'est un autre point soulevé, oui. Le potentiel, il est double. Des diagnostics plus justes, on l'espère, et une gestion peut-être plus efficace des ressources de santé. On imagine bien les applications. Peut-être qu'un outil d'IA pourrait aider, je sais pas, un kiné à repérer plus vite ces fameux drapeaux rouges. Ah oui, les signes d'alerte qui demandent une réorientation rapide. Ou à choisir l'approche thérapeutique la plus adaptée dès le départ. C'est exactement ça l'enjeu. En fait, si on liste les bénéfices potentiels qui ressortent, premièrement, et c'est peut-être le plus important, la réduction des erreurs médicales. C'est quand même un but majeur pour la sécurité des patients. Bien sûr. Deuxièmement, l'optimisation des ressources. Diagnostic plus rapide, examen mieux ciblé. C'est une promesse d'efficacité qui est bienvenue dans nos systèmes de santé souvent sous tension. Et potentiellement, un meilleur accès aux soins aussi. C'est le troisième point clé, oui. L'amélioration de l'accès au diagnostic, on pense tout de suite aux déserts médicaux ou simplement à la possibilité d'avoir un premier avis, un avis éclairé plus rapidement. Mhm. Et enfin, et ça les sources insistent beaucoup là-dessus, l'IA est vraiment présentée comme un outil d'aide à la décision. Un partenaire en quelque sorte. Un copilote. Voilà. L'idée, c'est pas tant de remplacer le médecin, le kiné, l'avocat, mais de l'augmenter, de lui fournir une analyse, des arguments, pour l'aider à prendre la meilleure décision. Cette nuance est importante. L'outil qui sert l'expertise humaine. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette idée dans le domaine juridique aussi. Tout à fait. Les textes parlent d'un levier de mutation structurelle profonde, un assistant pour les avocats. C'est plus qu'une simple innovation technique, on sent bien qu'il y a quelque chose de fondamental qui bouge. Oui, c'est la manière même de traiter l'info, de fonder un jugement qui est en train d'être transformé. Mais bon, cette transformation, aussi prometteuse soit-elle, elle ne se fait pas sans poser de questions. Voilà, on y arrive. C'est là que ça devient peut-être plus complexe. Parce que ces performances, elles soulèvent forcément des défis, des risques. Le premier, c'est peut-être l'impact sur les professionnels eux-mêmes, psychologiquement, socialement. Comment on intègre ça? Oui, comment on intègre un outil qui, sur certaines tâches très précises, peut être plus performant que soi. Qu'est-ce que ça change pour l'image du médecin, le maître du diagnostic? Ou pour d'autres professions, l'évaluation est centrale. C'est une vraie remise en question. Et ça amène logiquement aux préoccupations réglementaires, éthiques. Parce que manipuler des données de santé, On touche au cœur du réacteur là. exactement, c'est l'intime, c'est le plus sensible. Donc, les documents sont très clairs, ils font un cadre juridique, mais alors très strict, indispensable. On pense tout de suite au RGPD, bien sûr, le Règlement général sur la protection des données.
Il est central. Premièrement, une IA, comme Mydoxo, qui analyse symptômes, antécédents, résultats d'examen, ça tombe direct sous les règles très strictes du RGPD pour les données de santé particulières, l'article 9 notamment. Donc, garantie maximale pour la confidentialité, la sécurité. Extrêmement solide, oui. Et puis, il y a le droit du patient. Est-ce qu'on peut m'imposer un diagnostic fait par une machine? Bonne question. C'est l'article 22 du RGPD qui répond en partie. Le droit de ne pas faire l'objet d'une décision entièrement automatisée qui a des conséquences importantes. Et un diagnostic médical, clairement, ça en fait partie. Donc, pas de diagnostic 100% machine sans humain dans la boucle. C'est ce que les textes soulignent. Il faut impérativement une intervention humaine significative. L'IA peut proposer, analyser, suggérer, d'accord? Mais la décision finale, l'explication au patient, la prise en compte de tout le contexte, ça doit rester dans les mains d'un professionnel. Le rôle humain reste central, même avec ces outils si performants. Central et responsable. Et ça implique aussi la transparence. Il faut dire aux patients qu'on utilise une IA et idéalement pouvoir expliquer un peu comment l'IA est arrivée à ses conclusions. Ce qui n'est pas simple avec les fameuses boîtes noires. C'est un défi technique, oui. Et puis avant même de lancer un tel système, il y a souvent l'obligation de faire une AIPD, une analyse d'impact relative à la protection des données. C'est l'article 35 du RGPD. En gros, on évalue les risques pour la vie privée avant de se lancer. C'est une démarche préventive. Exactement. Et à tout ça s'ajoute maintenant la nouvelle législation européenne sur l'IA, l'IA Act. Oui, le règlement IA Act, qui est entré en vigueur en 2024, lui, il classe les IA par niveau de risque. Et sans surprise, les IA de diagnostic médical, Au risque, j'imagine. classées à haut risque, oui, et ça déclenche toute une casquette d'obligations très lourdes. Qualité des données, robustesse, précision, documentation technique, transparence, surveillance humaine. Mettre une IA médicale sur le marché et l'utiliser, ça devient un vrai parcours réglementaire. Le cadre légal est dense, c'est clair. Mais au-delà du juridique et de l'éthique, il y a une menace plus immédiate peut-être, la cybersécurité. Ah oui. On sait que les hôpitaux sont des cibles. L'idée qu'une IA qui pose des diagnostics puisse être piratée, ça fait un peu froid dans le dos. C'est un risque majeur. Et les documents insistent là-dessus. Imaginez une cyberattaque qui modifie les algorithmes Ça pourrait mener à des erreurs de diagnostic graves. ou au vol massif de données médicales hyper confidentielles. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas juste une option, c'est la base. Indispensable. Et la réglementation suit là-dessus aussi. Oui, heureusement, notamment avec la directive européenne NIS2, elle renforce beaucoup les exigences de cybersécurité pour les secteurs essentiels et la santé en fait partie. Ça concerne les hôpitaux, mais aussi les boîtes qui développent ces IA. Exactement, les deux. Ils doivent mettre en place des mesures de sécurité solides, contrôle d'accès, chiffrement, détection d'intrusion, plan de secours, gestion des failles, et signaler vite les incidents importants. Et la responsabilité, elle pèse sur qui si ça tourne mal? NIS2 met une pression assez forte sur la direction, sur les organes de direction. Les dirigeants peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement grave à la sécurité. Donc l'incitation à investir et à prendre ça très au sérieux est forte. On mesure bien l'ampleur des défis techniques, réglementaires. Et ces questions, finalement, elles ne touchent pas que la médecine. Les sources parlent aussi du monde juridique. Oui, des interrogations similaires. Est-ce qu'une IA peut rédiger un contrat aussi bien qu'un avocat? On pourrait se poser la question pour plein de professions intellectuelles. C'est la question de l'automatisation des tâches cognitives, en fait. Tout à fait. Mais là encore, il ne faut pas oublier les limites de l'IA. C'est un point important qui ressort aussi de l'analyse. La médecine, la kinésithérapie, le droit, ce n'est pas que de l'analyse de données. C'est là que l'humain garde sa place. Une place irremplaçable. Je pense oui. Les dimensions humaines, elles sont fondamentales. En médecine, en kiné, il y a l'examen clinique, le toucher, le geste thérapeutique, cette évaluation palpatoire fine. Que la machine ne peut pas faire. Non. Il y a l'écoute active du patient, comprendre son vécu, ses craintes, ses attentes. Il y a l'empathie, créer une relation de confiance, une alliance thérapeutique. Il y a la pédagogie, expliquer, rassurer, motiver. Toutes ces qualités que l'IA, même la plus sophistiquée, elle n'a pas. Non. Elle peut traiter des quantités énormes d'infos, voire des corrélations invisibles pour nous, d'accord, mais elle ne ressent rien, elle ne comprend pas le non-dit, elle ne sait pas adapter son discours ou son geste à l'instant T en fonction de la personne en face. C'est pour ça qu'il faut vraiment la voir comme un outil d'aide. Exactement, un super analyseur de données, un assistant pour certaines tâches, oui, mais pas un substitut au jugement et à la relation humaine.
D'où cette idée qui revient souvent de levier de mutation structurelle. C'est plus qu'un simple outil, en plus c'est plus profond. C'est ça. L'IA nous oblige en fait à redéfinir la valeur ajoutée de chaque profession. Qu'est-ce qui, dans mon métier de médecin, d'avocat, de kiné, ne peut pas être automatisé? Sur quoi je dois me concentrer? Sur les compétences humaines uniques. Peut-être que l'IA va nous libérer de tâches répétitives, d'analyses fastidieuses, pour qu'on puisse passer plus de temps sur la clinique complexe, la stratégie, la relation, l'éthique, au cas par cas. C'est une vraie transformation de la manière d'exercer. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce qui ressort de ces documents, c'est d'un côté un potentiel assez incroyable. L'IA comme Maydog, ça permet d'améliorer la précision, l'efficacité, peut-être l'accès aux soins, l'optimisation des ressources. C'est le côté très attractif, oui. Difficile à ignorer. Mais de l'autre côté, on a un vrai champ de mine de défis. Des questions éthiques fondamentales sur l'autonomie, la place de l'humain, un cadre réglementaire, complexe, mouvant avec le RGPD, l'IA Act, des impératifs de cybersécurité critiques avec NIS 2, et puis cette interrogation presque existentielle sur l'avenir des professions, sur ce qu'est l'expertise, le soin. La conclusion générale qui se dégage, oui, c'est qu'une intégration réussie est possible, mais sous conditions très strictes. Il faut un cadre. Un cadre réglementaire et éthique solide qui évolue et qui met toujours le bien-être et les droits de la personne au centre. Il faut une cybersécurité sans faille. Et, le point sans doute le plus important, garantir une supervision humaine significative. Garder le contrôle humain sur les décisions critiques. La technologie, elle doit rester un moyen au service de finalités humaines. Et pour finir, peut-être une question qui reste ouverte, une invitation à réfléchir. Si l'IA devient excellente pour analyser les données, détecter des schémas que même nous, on ne voit pas, quelles sont les compétences humaines qui deviennent alors non seulement importantes, mais cruciales? Essentiel. Bonne question. On peut penser à l'intelligence émotionnelle, au raisonnement critique, y compris face à ce que propose l'IA, à la créativité pour trouver des solutions hors cadre, à l'éthique appliquée au cas par cas. Tout à fait. Une relation, une dynamique de changement avec le patient. Comment est-ce qu'on cultive ça? Comment on valorise activement ses compétences face à la machine qui analyse? C'est sans doute là que se joue une partie de l'avenir.